Voilà, alors, avec un peu d'avance sur l'horaire, nous allons commencer donc avec une communication de Shahan Vidal-Goren, qui est donc un ancien étudiant de l'INALCO, qui a achevé un master à l'INALCO il n'y a pas très longtemps, 2017. Il y a 2 ans, 2017, c'est ça, et qui est actuellement doctorant à l'École nationale des chartes, et qui va vous présenter donc une communication qui s'intitule « Note de paléographie arménienne, évolution de la lettre HYPE ». Hop, est-ce qu'on m'entend comme ça? Oui, parfait. Bon, ben, merci Anaït, merci Saténique. Je suis très content d'être ici à nouveau pour la 26e journée d'études arméniennes, en particulier celle-ci qui est quand même particulière. Ma présentation va être un peu contemplative, hein. On ne va pas vraiment aller dans les détails de la paléographie, je vous rassure, mais c'est l'occasion de voir de belles images et de voir de belles lettres, donc pourquoi se priver de bon matin? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la lettre HYPE, l'an prochain la lettre PEN, l'année d'après la lettre KIM, et ce qui devrait m'assurer quelques décennies de conférences tout à fait appréciables. Donc, cette slide, vous la connaissez déjà assez bien, mais je vais quand même refaire un petit topo général sur la paléographie arménienne. Donc c'est une discipline qui est assez récente, hein. On commence vraiment à étudier les lettres arméniennes au XIXe siècle avec le moine méritariste Dachian, que vous pouvez découvrir d'ailleurs au merveilleux cours d'Agnès Ouzounian en lecture de manuscrits cours de master. Les typologies sont assez bien établies. On a 4 grands types d'écriture, le Yergetakir, le Polorkir, le Nodorkir et le Shurakir. Il n'y a quasiment pas de surprise. Tous les paléographes depuis Dachian sont d'accord avec ces types d'écriture-là et sont d'accord pour dire que le Yergetakir, c'est l'écriture qui a été potentiellement inventée par Mashtots, une écriture monumentale, une écriture avec des très gros pleins, avec des très fins déliés, donc des tout petits connecteurs. Puis ensuite, on a l'écriture Polorkir, là qui est appelée minuscule. On peut en discuter, hein, mais qu'on appelle minuscule. Donc là où on commence à avoir des formes beaucoup plus cursives, beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à écrire. Et ensuite, ça se voit très bien sur les 3 images que j'ai mises ici. Le Bolorkir, le Nodorkir et le Shurakir s'enchaînent assez bien l'un avec l'autre. Donc il y a simplement une évolution de l'écriture, une accélération du travail de copie qui fait qu'on est passé à une écriture beaucoup plus cursive. Bien évidemment, si je suis ici et que je travaille sur les écritures arméniennes, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les terminologies employées et surtout les regroupements qui ont été faits. Donc justement, aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi je ne suis pas d'accord et pourquoi je fais une thèse, en fait, tout simplement. Ce que je peux en dire déjà, c'est que vous pouvez voir que j'ai mis sur mon slide 15 dénominations pour le Yergetakir, 5 pour le Polorkir, 4 pour le Nodorkir, 5 pour le Shurakir. C'est tout simplement pour signaler que, en fait, même chez les paléographes qui sont tous d'accord entre eux, finalement, les appellations ne sont pas si uniformes que ça et que finalement, il y a peut-être un travail qui est à faire. Donc, comme je disais, là, je vous ai fait en gros une... C'est pas grave si vous ne voyez pas que c'est tout petit, mais l'idée, c'est qu'on a une évolution de l'appréhension de comment est-ce que les paléographes estimaient l'évolution des écritures arméniennes. Donc, depuis Shahan de Sirbide, qui occupait la place d'Anaït il y a 200 ans, un peu moins. Ensuite, vous pouvez voir que à travers les siècles, il y avait une règle assez générale qui était qu'on partait du Yergetakir à l'époque de Mashtots, et ensuite ce Yergetakir s'est transformé en Polorkir, ce Polorkir en Nodorkir et ce Nodorkir en Shurakir. Et ça a été une règle quasi systématique, si ce n'est qu'il y a certains paléographes qui disaient que non, finalement, le Polorkir est né avec le Yergetakir. C'est notamment le point de vue développé récemment par Jean-Pierre Mahé et par Michael Stone, qui pensent que dès le 5e siècle, on avait au moins 2 types d'écriture qui coexistaient. Une écriture monumentale, l'écriture Yergetakir, et une écriture plus courante de la vie de tous les jours, qui devait ressembler à quelque chose approchant le Polorkir. Bon, on a 2 approches, donc une approche qui est dite évolutionniste, c'est-à-dire chacun des types d'écriture s'enchaîne pour donner le suivant, donc Yergetakir, Polorkir, etc. Et un autre qui imagine que
on a plusieurs types d'écriture à la base, le créationniste, où Machtoltz aurait créé tous les types d'écriture. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question-là, c'est certainement un mix entre les deux. Si on regarde un peu comment évoluent les lettres latines, en vérité, il y a effectivement plusieurs lettres, plusieurs types d'écriture dès l'origine, qui vont s'influencer entre eux pour donner une panoplie assez conséquente de types d'écriture à travers les siècles. Bon, là-dessus, ce que j'ai dit, ce sont des généralités que vous connaissez déjà plus ou moins. Hop, si je reviens un peu en arrière, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc, si, je peux. Donc là, vous verrez que Adjarian, c'est tout en bas, a fait un travail un peu différent de celui de ses compères. Collègues, oui. Confrères, merci. C'est ça. C'est-à-dire plutôt que d'imaginer qu'on avait un type d'écriture qui était dominant à travers un certain nombre de siècles et qu'il a donné ensuite naissance à un certain type d'écriture, donc Yargatakir, Paul Orkir par exemple, il n'a fait que la recension des témoins datés. Et en fait, lorsqu'on s'intéresse aux témoins datés retrouvés par Adjarian, on se rend compte qu'il y a du Paul Orkir bien plus tôt que ce qu'on imaginait, il y a du Nodorkir bien plus tôt que ce qu'on imaginait. Ce qu'on imaginait, c'était assez simple. De Machtoltz au XIe, XIIe siècle, on avait du Yargatakir, au moins une période de domination, c'est-à-dire que statistiquement, vous prenez un manuscrit, il y a quand même pas mal de chances qu'il soit en Yargatakir. Du XIe au XVe, on était dans du Paul Orkir de manière assurée. Du XIVe, XVe au XVIIe, on était en Nodorkir, et après le XVIIe, en Shurakir. En vrai, c'est pas tout à fait ça. On enchaîne. Du coup, vous connaissez certainement l'album de paléographie arménienne rédigé en 2002 par Michael Stone et Dikran Koyumdjian, et un troisième larron dont le nom m'échappe. Ça finit en Anne, Lehmann ou quelque chose. Je retrouverai. L'avantage de cet album de paléographie, c'est qu'il a notamment recensé toutes les plus anciennes inscriptions arméniennes datées, donc celle que vous voyez ici derrière moi, l'inscription de Tekor, donc qui est la plus ancienne et dont on n'a aujourd'hui plus qu'un seul moulage, qui se situe au musée d'histoire de l'Arménie à Yerevan, l'inscription de Komitas qui se situe à Saint-Tripsimé, l'inscription de Mastara, l'inscription de Arunch et l'inscription de Tallinn, Urtatur à Tallinn. Ces 5 inscriptions nous permettent, d'après l'album de paléographie, de dater des inscriptions. On peut se dire, bon, la forme que j'ai là, lorsque je regarde telle inscription, s'approche de ces inscriptions-là, donc, bon, potentiellement, je suis au 5e siècle, 6e siècle, 7e siècle. Bon, effectivement, c'est utile. Et l'album de paléographie est notamment utile à ça, c'est que non seulement on a ça pour les inscriptions, mais on a également toute une table de lettres manuscrites, des plus anciens manuscrits datés jusqu'à un certain nombre de manuscrits récents, qui nous permettent de dire, bon, là, la forme que j'ai dans mon manuscrit, elle se rapproche de celle-ci, donc on est plutôt au XIe siècle, ou on est plutôt au IXe siècle. Problème. On a un gros problème, c'est qu'on n'a pas de témoins antérieurs au IXe siècle chez les Arméniens. Le plus ancien manuscrit daté remonte au IXe, 860, par là. C'est même pas par là, j'en suis sûr. Donc, la plus ancienne inscription se remonte à 490. On a quelques inscriptions datées que vous voyez là derrière moi. Mais donc, entre 490 et 860, qu'est-ce qu'on fait ? Et le problème, c'est qu'on a énormément de formes dans des témoins non datés, dans des fragments de manuscrits, dans certaines inscriptions, qui en fait ne se rapprochent à aucune des formes que l'on retrouve dans l'album de paléographie, justement à cause de ce problème. On a un trou. Et donc l'exemple, par exemple, que je peux vous montrer, c'est ceci. Je suis allé à la pêche aux inscriptions il y a 3 jours. Je suis rentré, oui, c'est ça, avec Agnès d'ailleurs, qui m'a accompagné et qui a été merveilleuse durant tout ce voyage. On est allé chercher des formes un peu dans tout le pays arménien, le nouveau, dans diverses inscriptions. Et vous voyez que là, on a des formes qu'on ne retrouve pas dans les 5 inscriptions qu'on avait dans l'album de paléographie arménienne. Dans l'album de paléographie arménienne, ici, on a à Tekor un A bouclé, une jolie boucle, mais ensuite, immédiatement, donc là, on est au 7e siècle, puis au 8e siècle, on a déjà toujours une boucle qui est suggérée, mais beaucoup plus fine. Si j'arrête de trembler, ça ira mieux. Pouf. Donc vous voyez que là, plutôt que d'avoir un trait plein comme ici, on a vraiment un tout petit trait qui vient suggérer la boucle, mais qui ne fait pas partie entière, qui n'est pas un trait structurel de la lettre.
Et le problème, c'est que dans les manuscrits et les inscriptions que j'ai en dessous, ben là, on a des vrais traits. Alors là, non, mais là, on a, dans une mosaïque de Jérusalem à Mousrara, on a une vraie boucle. Ici, dans un papyrus arméno-grec, donc très connu, c'est un papyrus écrit en arménien, mais c'est du grec qui est derrière, qui est à la BNF, qui est daté potentiellement du 6e, 7e siècle. On a une boucle qui semble faire un contour extérieur. De même ici, ou alors ici on peut imaginer une boucle pleine. Ici on a vraiment une boucle. Ici on a une boucle qui est suggérée mais un peu moins suggérée. Ici on a quelque chose pas tellement qualifiable, je ne saurais pas trop dire, c'est pas très joli. Ici on a vraiment une boucle. Ici on a une boucle extérieure, donc on repart ici comme ceci, puis on redescend. Ici on a toujours à Jérusalem une boucle, mais cette fois qui a été reconstruite, c'est même plus quelque chose de suggéré, on a vraiment comme si on avait creusé à l'intérieur. Donc c'est pas creusé parce que c'est vous avez compris, c'est une mosaïque, mais l'idée qui est représentée derrière, c'est quelque chose, on a tracé la lettre puis on enlève quelque chose à l'intérieur. Ici, on a quelque chose d'une boucle qui est triangulaire, etc. Donc qu'est-ce que je fais de ces formes-là? C'est la question que je me pose et que l'on va essayer de clarifier tous ensemble. Puisque bien évidemment, ces formes-là viennent un peu rebattre les cartes de l'évolution de la lettre hype. La lettre hype telle qu'on la voit en haut, ici, telle qu'on la voyait précédemment dans ma slide ici, elle est extrêmement travaillée. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement lorsqu'on écrit. On ne va pas faire un hype de cette forme-là. Ça ne peut pas être quelque chose d'aussi stylisé. Là, on a quelque chose, c'est de l'art presque. Là où pour le Polorkir, Nodorkir et Shorakir, le trait est assez fluide, on peut très facilement écrire assez rapidement un manuscrit. Là, ce n'est absolument pas le cas. On a un certain nombre de traits qui viennent ralentir l'écriture. Et ce n'est le cas que pour la lettre hype. Les autres lettres, pen, etc., on peut se limiter à 2-3 traits. Là, pour la lettre hype, on est à 5-6 traits. Donc il y a quelque chose qui cloche. On a déjà quelque chose de très stylisé. Bon, à voir maintenant qu'est-ce qu'on en fait. Donc, moi, je suis allé un tout petit peu plus loin que dans l'album de paléographie. Donc là, on va commencer à avoir une vraie chronologie. Donc, je vous passe les détails sur la présentation de chacune des lettres. L'idée, c'est que là, on a un classement chronologique de chacune des lettres de l'alphabet, de tous les hypes. Donc, vous voyez que dans la plus ancienne forme, on est sur un A complètement bouclé. Ensuite, bon, on a une forme avec un A ouvert, un A ouvert. Ensuite, on a vraiment une véritable boucle. Sur les mosaïques, on reprend l'idée d'une boucle pour chacun des hypes. Ensuite, progressivement, on vient suggérer la boucle. Donc simplement refaire un petit trait qui vient dire il y avait une boucle avant, mais maintenant on ne la fait plus. Bon, on revient ici sur des mosaïques où on a de nouveau une boucle. On revient sur le papyrus où on a une boucle potentiellement ouverte ou une véritable boucle, etc. Là, à Ereruik, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, on a une écriture Polorkir au 6e, 7e siècle. Ce qui contredit totalement le point de vue qui disait que le Polorkir n'apparaît que au 11e, 12e siècle. Bon, le plus ancien manuscrit où on en est, c'est au 9e siècle, mais là, on est au 6e siècle. Donc, on a une forme qui semble venir d'une forme antérieure qui ressemble à du Polorkir. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, voilà, on continue l'idée. Vous avez exactement le même schéma qui se répète progressivement. Plus on avance dans le temps, plus la boucle pleine disparaît et on commence à avoir quelque chose de suggéré, à la fois suggéré par un petit trait, puis ensuite par quelque chose qui se rapporte à une boucle, qui vient suggérer l'idée d'une boucle, mais quelque chose de beaucoup plus stylisé. Ici, on a des palimpsestes, qui sont les palimpsestes étudiés par Jost Giepert dans le mont Sinaï. Oui, c'est ça. Enfin, il me semble, oui. Dans les palimpsestes albanais du Caucase. Donc on a de nouveau une boucle qui apparaît beaucoup plus clairement que dans les manuscrits en Yargatakir que l'on connaît actuellement. Quelque chose qui est suggéré, etc. On continue. Et vous voyez que progressivement, on arrive à des formes beaucoup plus travaillées. Donc là, on a des hypes Yargatakir que tout le monde connaît, que l'on retrouve maintenant assez fréquemment à partir du 8e, 9e siècle, 10e siècle. Quelque chose qui est complètement stylisé, qui n'est absolument plus fluide. Donc au lieu d'avoir 2-3 mouvements, ou même pour une boucle, on avait simplement, hop, un mouvement. Là, on en a 4, 5.
on trace ce trait, on trace ce trait, on trace ce trait, puis ensuite on vient suggérer la boucle avec 2 autres petits traits, ce qui n'est absolument pas facile à faire et qui n'a pas de sens. Enfin, un sens dans le sens où c'est fait, mais ça n'a pas de sens dans l'évolution de la lettre, dans l'évolution de l'écriture, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose dont on ne peut pas se servir pour comprendre l'évolution de la lettre hype. Bon, je vous présente la même idée maintenant, mais cette fois, j'ai classé les lettres, non pas par chronologie, puisque la chronologie peut être discutable, puisque ce ne sont pas des inscriptions datées ou des fragments de manuscrits datés, ce sont vraiment des choses où on dit l'Église date potentiellement de cette époque-là, ou voilà. Du coup, là, cette fois, je les ai classés par évolution logique de la forme. C'est-à-dire quels sont les traits qui entrent en jeu, le nombre minimum de traits qui entrent en jeu, et comment est-ce qu'on peut passer d'une forme à une autre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une boucle à une boucle qui va être suggérée, à une boucle qui va être beaucoup plus travaillée, etc. Donc, vous voyez qu'ici, on commence avec un hype qui est avec une boucle ouverte. Je n'ai pas mis celui-ci parce que je n'étais pas totalement sûr de moi. Dans le doute, ne rien faire. Du coup, on a un hype qui est ouvert, puis on passe à un hype qui est complètement bouclé. D'ailleurs, j'y pense, j'anticipe la question d'Agnès qui va me dire « mais là, ce sont des mosaïques, c'est pas pareil, une mosaïque, c'est pas le même ductus, etc. » Effectivement, c'est pas du tout le même ductus, mais s'ils se sont cassés les pieds à faire cette forme-là en mosaïque, c'est parce que c'est pas simple à faire, c'est parce qu'il y avait un vrai sens et que c'était une forme qui devait exister sous cette forme-là, justement. Donc on continue sur des A complètement bouclés. Vous voyez qu'à chaque fois, on n'a que 2 traits qui entrent en jeu, donc un trait sur la gauche et ensuite vraiment la boucle. Puis on passe à une boucle qui va commencer à être suggérée. Hop. Et une fois qu'elle est suggérée, vous voyez qu'on a un 3e mouvement qui entre en jeu. Et plus le temps passe, plus la forme évolue, plus ça devient complexe à dessiner un hype en Yargetakir. Et donc on commence à avoir d'autres traits qui entrent en jeu. Donc je n'ai mis ici que les traits structurels, c'est-à-dire absolument pas les petits zigouigouis qu'on a ici. Là. C'est moi qui touche? Oui, c'est moi qui touche. Ou ceci. Je ne les ai pas intégrés dans mon tableau, mais, parce que ça ne fait pas partie vraiment de la structure de la lettre. Et donc voilà. Donc, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Donc, à ceci. En fait, il y a 8 éléments, mais je trouvais plus sympa de mettre comme titre cette famille. Et donc j'ai laissé cette famille. Donc du coup, l'idée est la suivante. C'est qu'à la base, on avait potentiellement un hype inventé par Machtotz qui devait être ouvert, qui devait complètement être ouvert et qui s'est refermé par la suite pour simplifier le travail de copie, puisque finalement, c'est quand même plus simple de faire hop, ceci que comme ceci. Bon, c'est pas clair avec mon laser, mais bon, vous avez saisi l'idée. C'est plus compliqué de faire ceci avec une plume que, hop, ceci. Voilà. Donc ça, c'est potentiellement les premiers types de hype qu'on avait dans l'alphabet arménien, dans l'histoire de la lettre hype. Celui-ci est le plus ancien. Donc, jusqu'à ce jour, on avait un seul témoin de ça. Allez, disons 2 si on est un peu entreprenant, c'est pas entreprenant, mais vous avez l'idée. Audacieux, merci. Si on est un peu audacieux, on peut dire qu'il y en avait 2. Donc on avait celle de Tekor, qu'on retrouve donc dans un moulage au musée d'Arménie. Et on en retrouve éventuellement dans le papyrus arméno-grec, où on a quelque chose, une forme qui semble être un A bouclé à l'extérieur, mais c'est pas totalement convaincant. Et puis, on a également l'inscription de Yereruik qui semble avoir un peu tous les types de A possibles et inimaginables. Donc, on ne va pas le compter. Moraviev, par exemple, dit que Yereruik, c'est n'importe quoi comme inscription. Donc là, on va le suivre. Donc, on n'avait qu'un seul témoin pour l'instant. On a peut-être trouvé d'autres en Arménie avec Agnès qui viendraient étayer cette hypothèse-là. Bon, très vite, on passe à ce A bouclé que l'on retrouve dans tous les anciens palimpsestes, que l'on retrouve dans de très nombreuses églises en Arménie, donc par exemple à Sisiane, que l'on retrouve à Sisiane et ailleurs, à Tallinn, sur des fresques.
Et voilà, je vous ferai un tableau avec toutes les formes. Puis ensuite, on arrive à ce que Mouraviev appelle une réforme orthographique qui aurait eu lieu au 7e siècle. Donc là, ce sont les formes qui sont présentes dans l'album de paléographie de Stone et de Koyumjan. Donc là, on a Mastara, là, on a Saint-Tripsimé, là, on a Arunch. Ce sont des formes beaucoup plus structurées, beaucoup plus uniformes. Et donc Mouraviev considère qu'au 7e siècle, le catholicosa ou quelqu'un a considéré que les formes bouclées commençaient à être complètement dégénérées, puisque la forme bouclée pouvait amener à un hype polorkir, donc c'était totalement scandaleux. Donc il a fallu recodifier un peu tout ça, et donc au 7e siècle, effectivement, on commence à avoir uniquement ce type de forme-là. Bon, Mouraviev, Stone et Koyumjan mettent toutes ces formes-là dans le même paquet. Moi, je pense qu'il est pertinent de les distinguer, de considérer qu'ici, on a une boucle qui est suggérée, mais qui donne l'impression d'une boucle arrondie, même si c'est un trait tout petit, tout fin, qui va partir du haut de la deuxième haste pour descendre, pour arriver ensuite à quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus monumental, où là, la boucle n'est plus bouclée, elle est droite. Elle vient suggérer l'existence ancienne d'une boucle, mais c'est déjà plus une boucle. Et ensuite, quelque chose qui vient complètement s'ouvrir par la suite. Qui ensuite, schéma qui va être reproduit dans les manuscrits plus tard, où là, vraiment, on commence à multiplier le nombre de traits qui entrent en jeu pour vraiment styliser la lettre hype. Avec Agnès, on a appelé ces formes de manière totalement pertinente et très claire. Ça, c'est le type A, type 1, type 2, type 3, type 3.1, 3.2, type 4, 4.1, enfin 4.2, 4.3. C'est très clair. Alors, je vous montre, presque en guise de conclusion, ce qu'on retrouve chez Mouraviev. Donc, effectivement, il reprend le hype bouclé, il va considérer que cette forme-là de hype ouvert, de boucle ouverte, est complètement une anomalie, qui a donc été corrigée par la réforme réalisée par le catholicosa. Bon, c'est un point de vue. Ensuite, le ductus aurait évolué pour faire une boucle en 2 temps. Au lieu de faire une boucle hop en un seul temps, on aurait fait vraiment hop comme ceci. Vous voyez ? Alors, ça n'a pas vraiment d'importance, mais sachez qu'il n'est pas possible avec une plume de remonter. Donc là, plutôt qu'une flèche vers le haut, il faudrait une flèche vers le bas. Et voilà. Donc ça vous donne à peu près, en guise de comparaison. Je vais certainement rajouter des formes bientôt. Mon corpus est considérablement agrandi de manière totalement involontaire. Mais donc voilà. Et donc, en guise de conclusion, quand même, comment est-ce qu'on passe du hype Yargatakir au hype Polorkir? Puisqu'après tout, c'est ça qui nous intéresse. Donc on avait un hype bouclé, un hype ouvert, je vais le mettre plutôt celui-ci. On avait un hype ouvert qui est passé en hype bouclé, donc qui était potentiellement, si on décompose vraiment un temps, ceci n'est pas un temps, 2 temps. Donc 2 temps. Ensuite, on est passé à quelque chose en 3 temps, lorsqu'il a fallu uniformiser un peu plus les lettres. Et donc, qui dit 3 temps, si vous vous souvenez du hype Polorkir, ici, on a 3 temps. 1 temps, 2 temps, 3 temps. Et bien, c'est exactement la même idée qui est reproduite en vérité lorsqu'on fait évoluer notre ductus. Le ductus, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est les traits qui entrent en jeu, enfin c'est le mouvement qui entre en jeu lorsqu'on dessine une lettre. Ça, c'est une forme finale. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette forme finale? C'est parce qu'il y a des mouvements qui entrent en jeu, c'est le ductus. Et bien là, on a 1 temps, 2 temps, 3 temps. Et donc, c'est exactement ces 3 temps-là qui se sont reproduits. Et donc, à force d'écrire vite, cette haste-là, c'est un peu allongé. Cette haste-là, hop, est venue s'ouvrir un peu et se mettre un peu plus au centre. Et ensuite, celle-ci a fini par compléter comme avant. Les hastes se sont réduites un peu de taille. Et donc, on est arrivé, par simple évolution du ductus, en écrivant de plus en plus vite, à un hype Yargatakir, à un hype en Polorkir. Merci. Magnifique, merci beaucoup, Shahan. Alors, je suis sûre qu'il y a des questions.
Quand vous avez dit qu'il y a eu une réforme d'orthographe, est-ce qu'on sait plus de détails pourquoi ça a eu lieu et quel était... Non, absolument pas. C'est une supposition réalisée par Muraviev qui voit que dans les plus anciens témoins qu'on a, Tekor, en 490, les mosaïques de Jérusalem du 5e siècle, l'ancien papyrus arméno-grec, on se rend compte qu'on a vraiment des formes extrêmement différentes de ce qu'on retrouve dans les plus anciens témoins datés, donc Komitas, etc., mais très différentes, ce qui fait que d'un côté, on a quelque chose de quasiment uniforme, c'est quasiment à chaque fois la même lettre, là où avant on avait des formes très dépendantes du copiste, très dépendantes du graveur, ce qui fait que ça lui a mis la puce à l'oreille, qu'il y a eu quelque chose qui a dit bon, ben voilà, ça suffit de faire des formes un peu à chacun sa sauce, on va faire quelque chose de bien codifié. Donc il imagine qu'aux alentours du 7e siècle, il y a eu une initiative réalisée par l'autorité supérieure pour codifier ça, mais non, on n'a pas plus d'informations à ce sujet-là. C'est une supposition. Est-ce que ça concerne d'autres lettres ou... Alors ça, c'est le problème, c'est que non. Enfin, il y a quasiment que le hype qui est stylisé à ce point-là et qui est à ce point dessiné et calligraphié. Les autres lettres, à part dans des lettrines ou des initiales ornées ou des initiales, c'est pas qu'elles ne présentent pas d'intérêt, c'est pas du tout là où je veux en venir. Le VEV a évolué, enfin elles ont chacune évolué, mais elles n'ont pas eu le destin du hype, qui était vraiment quelque chose de très extrêmement travaillé, extrêmement calligraphié. Donc c'est moins évident à estimer. Certainement, mais il va falloir creuser davantage. Merci. D'autres questions ? Alors moi j'en ai une. En fait, parmi les travaux sur les motivations, sur l'origine des contours des lettres arméniennes et ce qui aurait motivé le choix de ce graphisme-là pour l'alphabet arménien, une des interprétations, je ne parle pas de celle de Muraviev qui postule un alphabet cryptique au départ, mais je voulais parler de celle de Fedi qui propose dans son article qui est très connu, qui est paru dans Pasmaweb sur quelques notes sur l'histoire de l'alphabet arménien. Il postule que l'enjeu, c'était de s'inspirer de l'alphabet grec, qui était l'alphabet phonétique disponible, le plus proche, mais en même temps, pour éviter d'attirer l'attention politiquement des Iraniens, de surtout faire en sorte que l'alphabet arménien ne ressemble pas à l'alphabet grec, parce que les Arméniens étaient déjà chrétiens et donc déjà un peu suspectés d'être trop proches des Grecs. Et donc Fedi propose une sorte de dessin où il montre comment, à partir des lettres grecques, on peut imaginer que l'alphabet arménien serait une sorte de déformation de ces lettres de l'alphabet grec. Et pour le hype, eh bien, il postule cette boucle, justement, en disant que cette boucle, finalement, c'est une façon renversée de reprendre justement le ductus du alpha grec. Et donc, si on se fie à ce qui était là dans le jeu des 7 familles, ça serait pas possible. Enfin, ça serait puisque le mouvement qu'on a là, sauf si ce que je suppose être le ductus du alpha grec est pas ce que je crois, parce que c'est possible aussi, en fait. Mais le mouvement qu'on voit là avec la boucle ouverte vers la droite ne correspond plus à ça. Donc, est-ce que ça peut être une remise en question de cette théorie ? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on part sur cette forme-là, on n'a plus du tout de lien avec une boucle de l'alpha grec. Je suis totalement d'accord. Cette forme-là, il faut quand même dire qu'elle n'a pas, a priori, survécu très longtemps. Les témoins qu'on en a, pour l'instant, ils sont extrêmement réduits. Est-ce qu'on peut considérer que c'était un premier essai et que du coup, très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'idéal pour écrire, qu'on perdait du temps et que du coup, ensuite, on est revenu à quelque chose de plus conventionnel, plus ressemblant à un alpha grec? C'est possible. Ça, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais effectivement, dans la théorie que je suis en train d'échafauder, c'est plutôt celui-ci qui domine à l'origine, et donc ça remettrait en cause effectivement ceci. Je me permets du coup d'ajouter... Disons que la déformation du alpha serait plus que ce que Fedi suppose. Non, en fait. Remise en cause, toute proportion gardée, bien sûr. Oui, non, c'est des grands mots, mais...
J'ajoute simplement une chose qui est un peu liée à ce que vous dites. J'en ai pas parlé, mais ce que vous voyez là, c'est censé servir de critère pour dater ensuite les inscriptions et les manuscrits. C'est-à-dire, cette forme-là ne peut pas avoir existé avant celle-ci. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver... L'idée de pourquoi je m'intéresse à l'évolution des lettres, en particulier l'évolution de la lettre A, c'est qu'une forme de lettre ne peut pas exister tant que la forme précédente n'a pas existé. Et donc c'est exactement ça l'idée. Après, on peut dire, bien évidemment, une forme va être reprise par imitation plus tard, histoire, je sais pas, pour rendre hommage ou parce qu'on trouvait la forme belle, c'est une chose. Mais cette forme-là, jamais n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu ce A bouclé dans des inscriptions. Donc là, l'idée, vraiment, c'est de trouver des critères de datation à partir de ça.